Chers membres des ambassades, des organisations internationales ici à Vienne, représentants des ministères, journalistes aussi, j'ai vu, il y en a quelques-uns, chers professeurs et étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'école des hautes études internationales, ici de Vienne, ou comme nous l'appelons en allemand, die Diplomatische Akademie, comme vous le savez. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement tous les participants ici dans la salle, à qui j'aimerais souhaiter, permettez-moi, aussi encore une bonne et heureuse année 2023, comme c'est notre première conférence avec laquelle nous commençons cette année 2023. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir professeur Christian Lequesne à notre conférence ce soir sur le thème « La guerre en Ukraine et la redéfinition des États membres de l'Union européenne ». Professeur Christian Lequesne est professeur invité à la Diplomatische Akademie. Il est professeur de politique européenne à Sciences Po, à Paris, en France. Il est directeur du Centre d'études et de recherche internationale, CERI, et professeur au Collège d'Europe, à Bruges. Il était le premier professeur de l'alliance LSI Sciences Po à la London School of Economics de 2006 à 2008. Et il était le professeur de thèse à l'université de Cologne aussi, en Allemagne, de 2009 à 2010. Professeur Lequesne est aussi membre du Conseil consultatif du sommet européen, le dernier qui a eu lieu à Prague le 10-11 novembre 2022. Le sujet de notre conférence ce soir est plus que d'actualité, je dirais. La guerre d'agression russe contre l'Ukraine a modifié le paysage sécuritaire en Europe et dans le monde. Le comportement de la Russie constitue une attaque directe contre l'ordre international fondé sur des règles. L'Union européenne et ses États membres ont montré dès le début qu'ils sont unis dans leur soutien sans faille à l'Ukraine et ils condamnent fermement, de manière répétée, l'agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie. Ceci s'est montré encore au dernier Conseil à Bruxelles le 16 décembre dernier, avec l'adoption d'un 9e train de sanctions comme réaction à la gravité de l'escalade contre civils et contre les infrastructures civiles. La conférence d'aujourd'hui est d'autant opportune que l'Union européenne et l'OTAN ont signé hier seulement une 3e déclaration conjointe sur la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. L'influence des États membres aujourd'hui, presque un an après l'agression de la Russie contre l'Ukraine, a-t-elle changé au sein de l'Union européenne ? Voilà le thème de notre conférence ce soir. Je passe à présent la parole à professeur Lequesne, et après sa conférence, nous suivrons cela avec une partie questions-réponses et j'animerai ce débat. Voilà, je vous passe la parole, professeur. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice. Chère Madame Schubert, merci infiniment pour ces mots d'introduction chaleureux. C'est toujours un grand plaisir pour moi de m'exprimer à l'Académie diplomatique. Ça fait plusieurs années, effectivement, que j'y enseigne, toujours avec grand plaisir. Je vois quelques étudiants, d'ailleurs, de cette année qui sont dans la salle parmi nous. Et donc, je m'exprime ce soir en français, alors que mon cours est en anglais, mais voilà, une des langues officielles aussi de l'Académie, c'est le français. C'est la raison pour laquelle vous m'avez demandé de faire cette conférence en français ce soir. Alors, effectivement, je réfléchis depuis fort longtemps, depuis 3 décennies maintenant, à la question du leadership au sein de l'Union européenne. Et il me semble que la guerre en Ukraine, parmi toutes les conséquences qu'elle a sur l'Union européenne, en a une dont on a peut-être moins parlé dans la presse en particulier, qui est le déplacement du leadership. Et je m'exprime tout de suite avec un peu plus de détails.
il me semble que les grands États traditionnels de l'Union européenne, que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, j'aurais ajouté la Grande-Bretagne il y a quelques années, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui, se voient quand même de plus en plus délégitimés et critiqués par une attitude qui a été longtemps accommodante à l'égard de la Russie. Et laquelle Russie est bien sûr, depuis les événements du mois de février dernier, redevient une menace pour tout le monde dans l'Union européenne. Je dois dire que si on essaie de revenir un peu en arrière, il y a 3 ans, par exemple, l'appréciation du degré de menace de la Russie était loin d'être unanime parmi les États membres de l'Union européenne. Il y avait des grosses différences entre les États. Et l'une des conséquences justement de la guerre, c'est que à nouveau, on considère globalement la Russie comme une menace. Il me semble qu'au contraire des grands États traditionnels, des États plus petits, comme les pays baltes, la Suède, la Pologne, tirent aujourd'hui une certaine légitimité au sein de l'Union européenne du fait que, dans le fond, ils avaient prévenu depuis fort longtemps du caractère belliqueux de Poutine et des menaces pesant sur l'Ukraine. Et l'influence justement de ces pays qui ont toujours été alarmistes pour des raisons qui sont souvent liées à l'histoire et à la géographie est un peu aujourd'hui mise en avant comme si l'Ukraine avait mis la morale de leur côté. Et je m'empresse immédiatement d'ajouter que ce n'est pas tous les pays d'Europe centrale et orientale, puisque certains régimes, comme celui de Viktor Orban en Hongrie, pas très loin de là où nous sommes aujourd'hui, n'ont jamais été très alarmistes à l'égard de la Russie. Loin de là, ils ont plutôt été même tout à l'inverse, très complaisants avec Poutine, et d'ailleurs, ils continuent de l'être. Alors le résultat de tout ça, c'est que finalement, c'est pas encore très explicite, mais quand même, il y a une remise en cause des leaderships traditionnels et il y a peut-être un rôle surévalué d'États dont on parlait moins, je pense aux petits États baltes, en raison justement des positions toujours assez tranchées qu'ils ont eues sur la Russie et qu'on peut considérer aujourd'hui comme une pensée qui finalement était assez clairvoyante. On pourrait dire aussi qu'un pays comme la Pologne est en train de se refaire une nouvelle vertu du fait qu'il accueille tous ces milliers de réfugiés ukrainiens. Et c'est vrai que les efforts de la société polonaise sont assez remarquables. Mais pourquoi nouvelle vertu ? Parce que ces dernières années, c'est quand même un pays qui a été très délégitimé en Europe par la présence de ce gouvernement ultra-conservateur du PiS, du parti Droit et Justice, qui viole allègrement les règles de l'état de droit et plus particulièrement la charte européenne des droits fondamentaux. Donc là aussi, les Polonais profitent dans le fond de ce qui se passe en Ukraine en disant voilà, nous avons toujours prévenu. Je dois dire que d'ailleurs, dans le cas de la Pologne, il y a un espoir quand même de changement aux élections qui vont avoir lieu cette année. Et je trouve que c'est d'ailleurs une des grandes différences entre la Pologne et la Hongrie. Je ne suis pas en train de dire que les libéraux de plateforme vont gagner les élections en Pologne, rien n'est fait. Mais en tout cas, au moins en Pologne, il y a un espoir qu'une alternative est possible. Alors qu'en Hongrie, on ne voit vraiment pas d'alternative crédible pour l'instant
au pouvoir de Viktor Orbán et de son parti Fidesz se dessiner à court terme. Mais en termes de leadership, moi je trouve que le point le plus intéressant, c'est finalement la baisse un peu de légitimité des deux grands traditionnels au sein de l'Union européenne que sont l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France que pas mal de commentaires soupçonnent de ne pas avoir suffisamment pris au sérieux et suffisamment tôt le chantage de Poutine. Alors évidemment, qu'y a-t-il de vrai dans ces perceptions ? Puisqu'on parle de perception, dans ces soupçons. Je pense qu'il y a eu en France et en Allemagne véritablement une sous-estimation stratégique des capacités de nuisance de la Russie. Et je m'inclus dans les commentateurs qui peut-être ont sous-estimé. Je dois dire que, je cite cet exemple, lorsqu'au mois de janvier 2022, l'ambassadeur de Pologne, qui était un ami à l'époque, m'a invité à déjeuner pour me dire tu sais, l'ambassadeur de Pologne en France, nous avons des informations des services de renseignement américains selon lesquelles la Russie va entrer en Ukraine et que l'objectif de Poutine, c'est d'aller vers Kiev le plus rapidement possible. Je l'ai écouté, mais lorsque le déjeuner s'est terminé, je suis rentré, je me suis dit, c'est vraisemblablement encore une exagération un peu alarmiste polonaise. Et dans le fond, il avait raison. Il avait raison, et nous savons tous que les services américains avaient prévenu les services de la plupart des pays européens, et que dans les deux grands pays que sont la France et l'Allemagne, la réception a quand même été, à l'époque, une réception pas très ouverte. Alors, je ne veux pas dire ce que je ne pense pas. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que la France et l'Allemagne ne font rien aujourd'hui pour l'Ukraine et préfèrent Poutine à Zelensky. Certainement pas. C'est pas du tout mon sujet. C'est pas du tout, je pense, le reflet de la réalité. On le voit dans l'effort militaire qui est fourni par les deux pays à l'Ukraine, bien que cet effort militaire, bien entendu, ne soit pas équivalent à celui des États-Unis d'Amérique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème de crédibilité de la France et l'Allemagne provient du fait qu'ils ont eu trop tendance à croire que l'on pouvait négocier avec Poutine au point de pouvoir contrôler ses desseins. Et pour des raisons, à mon avis, différentes. Dans le cas allemand, je crois que clairement, et les historiens devront revenir là-dessus, les experts, il y a eu une naïveté stratégique consistant à penser qu'on pouvait éternellement négocier la dépendance énergétique. Et je crois que ceci vaut aussi bien pour le Parti social-démocrate SPD que pour une partie de la CDU-CSU, du parti chrétien-démocrate. Finalement, Nord Stream 2, qui, comme vous le savez, a finalement abouti à un abandon en raison des circonstances de la guerre, c'est un peu cette sous-estimation allemande du chantage énergétique de la Russie. Et les choses, bien entendu, sont en train de changer depuis la guerre. Dans le cas français, c'est assez différent. C'est pas la question énergétique, mais dans le cas français, et j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle à essayer de comprendre la façon dont les élites politiques françaises et diplomatiques pensaient la politique étrangère, c'est finalement l'idée que la Russie, c'est un grand membre, comme la France, du Conseil de sécurité, que c'est une puissance nucléaire, et que donc, d'un point de vue stratégique,
il faut ménager cette catégorie d'États, car ce sont ceux qui comptent dans la négociation internationale. Ça, c'est un peu l'approche française. D'où l'importance de garder le dialogue, voire d'exprimer des garanties de sécurité à l'égard de Moscou. Si vous voulez, dans une conception française traditionnelle, on ne néglige surtout pas un grand État. Parce que finalement, ce sont les grands États qui font, dans cette conception, la décision internationale, même lorsque ce sont des États qui se mettent dans une situation de paria en violant ouvertement le droit international. Alors, je trouve que finalement, cette image qui colle actuellement aux deux grands pose une série de problèmes et appelle aussi de leur part un travail d'explicitation. Et je commence par les problèmes. Premier problème, je crois qu'il est absolument nécessaire dans cette situation de rendre plus crédible le projet de défense et de sécurité commune de l'Union européenne. Plus que jamais, plus que jamais. Et ce, bien sûr, alors que la Grande-Bretagne, qui était aussi un contributeur en termes de ressources important à l'effort militaire de l'Union européenne, a quitté l'Union, même si la Grande-Bretagne était un contributeur militaire qui n'a jamais souhaité vraiment non plus jouer politiquement la carte de l'autonomie stratégique européenne. Mais dans le fond, plus que jamais, si vous regardez le paysage de sécurité en Europe, vous vous dites que ce n'est pas l'Union européenne aujourd'hui qui joue le principal rôle de garantie crédible, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Et le fait que ce soit l'OTAN, je trouve que pour nous les Européens, ça nous oblige à penser à nos propres responsabilités dans la défense du continent. Un général français à la retraite me disait récemment, mais dans le fond, si les Américains ne s'étaient pas engagés comme ils se sont engagés militairement pour soutenir Zelensky, que se serait-il passé en termes de sécurité s'il avait fallu compter simplement sur les Européens? Vous voyez aussi que lorsque deux États neutres, et je m'exprime aujourd'hui dans un État neutre, l'Autriche, mais lorsque deux des États neutres de l'Union européenne décident de renforcer leur sécurité en recherchant une solidarité stratégique par peur de violation de leur territoire, je pense bien sûr à la Finlande et à la Suède, que font-ils? Ils demandent à entrer dans l'OTAN. Hein, c'est ça auquel nous assistons aujourd'hui, considérant certainement que la garantie qui est offerte par la clause de solidarité de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord est beaucoup plus crédible que la clause de solidarité dont ils bénéficient, celle des traités européens, puisqu'elle existe de la même manière avec l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne. Donc encore une fois, qu'aurait pu faire Zelensky à l'égard de l'agression russe s'il avait dû se contenter simplement des Européens? Je trouve que c'est une question que nous devons collectivement nous poser. Deuxièmement, toujours dans la catégorie des problèmes à identifier, la paix n'est pas à l'horizon. On ne peut pas dire qu'on voit et qu'on est capable aujourd'hui de dessiner un horizon de paix, de trêve, d'armistice, etc. Rien du tout, rien du tout. Hein. Mais bien entendu, on doit espérer que cette paix arrive un jour et que cette question soit sérieusement mise à l'agenda. Quelle sera la légitimité des grands États européens
et plus largement des 27 pour peser sur ce processus de paix. Est-ce qu'il est acceptable en tant qu'Européens qu'on nous dise, à la fois du côté de Kiev d'ailleurs et du côté de Moscou, qu'on ne veut sérieusement parler qu'avec les Américains? Je crois comprendre que la politique française actuelle, qui consiste à ménager dans le discours des garanties de sécurité pour la Russie, car c'est le terme qui a été employé dans une conférence de presse du président de la République, vise justement à faire en sorte que l'Europe soit présente pour ce qu'on pourrait appeler le coup d'après, c'est-à-dire la paix. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le contraire qui risque de se produire en voyant l'Europe exclue, notamment par manque de confiance de tous ceux qui ont appelé très tôt à la clairvoyance, et là encore, je pense aux Baltes, je pense aux Suédois, je pense aux Polonais, etc., etc. Voilà. Donc ça, je trouve que ce sont des questions qu'on doit vraiment se poser collectivement en tant qu'Européens aujourd'hui. Et j'en viens au travail d'explicitation, puisque j'ai dit qu'il n'y avait pas simplement que des problèmes à pointer, il y avait aussi des solutions à trouver. Je crois que les Européens ont été capables de cohésion assez extraordinaire quand il s'est agi de voter les sanctions à l'égard de la Russie. Et c'est vrai que ces 9 paquets de sanctions qu'on a votés au Conseil de l'Union européenne, ça a été une vraie réalisation en termes de politique étrangère de l'Union européenne. Maintenant, il y a aussi une coordination en matière d'aide militaire. J'ai dit tout à l'heure que l'aide américaine était absolument fondamentale pour l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide européenne. Elle est inférieure, évidemment. Je parle de l'aide militaire, je ne parle pas de l'aide financière. L'aide financière de l'Union européenne est beaucoup plus importante. Mais ça, c'est une chose qu'on a toujours su faire très bien. Hein, la diplomatie qu'on appelait ou qu'on appelle parfois encore la diplomatie du carnet de chèques, mais finalement, c'est quelque chose qui est aussi très important. C'est pas avec cette diplomatie-là, d'ailleurs, souvent qu'on a de l'influence. Regardez le processus au Moyen-Orient, je pense au conflit israélo-arabe. L'Union européenne finance considérablement le processus de paix, et pourtant, en termes de leadership, elle ne tire pas beaucoup de capital. Hein. Il est clair que si on demande aujourd'hui aux Palestiniens et aux Israéliens quel est l'acteur qui vous semble important du côté de l'Ouest, ils répondront les États-Unis d'Amérique des deux côtés. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir quand même une certaine coordination en matière d'aide militaire à l'Ukraine, en bénéficiant aussi, je dois dire, d'un haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité, l'Espagnol Josep Borrell, qui a une certaine vision de ce que doit être la politique étrangère de l'Union européenne et une certaine ambition. Hein. Et ça n'a pas été le cas de tous les hauts représentants. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que, fort aussi de ces capacités que les Européens ont eu à voter les sanctions, l'aide financière, ils définissent une stratégie cohérente pour la paix, hein, en évitant la cacophonie stratégique. Et là, ça veut dire reconnaître un certain nombre de choses. Je vois quatre points importants. Le premier, c'est garantie de paix pour la Russie. Moi, je veux bien, mais il me semble que ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est que l'Ukraine a été attaquée. Et donc, s'il y a des garanties de paix à offrir et à définir, il me semble qu'elles concernent l'Ukraine. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de place, pour l'instant, dans le discours pour le ménagement de la Russie. C'est exactement faire plaisir à M. Poutine que de faire ça.
hein. Et je dirais même, je vais beaucoup plus loin, j'estime que c'est une erreur stratégique. C'est une erreur stratégique. Ça, c'est la première chose si on veut aller vers une forme de cohérence aussi pour aborder convenablement la paix. Deuxièmement, l'Europe doit poser ouvertement la question de la responsabilité de la Russie dans les crimes de guerre. Et nous ne devons pas hésiter à soutenir un processus judiciaire. Je veux dire par là, processus qui engagerait un tribunal international. Troisièmement, les Européens doivent se mettre d'accord et doivent accepter, je trouve, que la position de départ de l'Ukraine, ça sera de vouloir réintégrer les frontières de 1991, c'est-à-dire la situation d'avant l'annexion de la Crimée. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la négociation, on restera avec cette position, mais en tout cas, le fait que ce soit un point de départ dans la négociation, de dire, parce qu'après tout, il y a eu quand même 2 fois violation des frontières, et une première fois, on n'a pas beaucoup réagi, c'était 2014, hein, c'était la Crimée. Le fait de dire, on a comme position de départ la réintégration de l'Ukraine dans les frontières de 1991 est quelque chose qui me paraît important en termes de position de négociation. Si on commence avec une position de compromis, on n'ira pas très très loin. Hein, donc ça, c'est mon troisième point. Et enfin, je dirais, il faut penser aux efforts d'intégration dans l'Union européenne. Alors là, il y a une initiative, comme vous le savez, qui a été lancée par la France et qui a été reprise par la présidence tchèque, qui est la communauté politique européenne, une première réunion qui s'est plutôt bien passée, qui a eu lieu à Prague le 6 octobre dernier. Il y a une deuxième réunion qui est prévue maintenant au printemps à Chisinau, en Moldavie. Je crois que c'est une idée utile pour définir une position stratégique commune à l'égard de la Russie, en allant au-delà de la seule Union européenne d'ailleurs, puisque la Grande-Bretagne en fait partie. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir accepté la Turquie de M. Erdogan, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je trouve que la communauté politique européenne est un instrument de réflexion stratégique utile. Mais j'ai aussi toujours pensé que ça ne devait pas être pour autant une manière de reléguer un peu sur le côté ou à l'arrière ce qui est quand même extrêmement important pour les pays de la zone grise, c'est-à-dire l'élargissement de l'Union européenne. Bien entendu, je sais qu'on ne peut pas accepter des États dans l'Union européenne sous n'importe quel critère. Et on a le même problème avec les Balkans. Bien entendu. Il faut des critères et nous avons eu justement l'expérience de la Hongrie et l'expérience de la Pologne qui nous ont bien montré que la conditionnalité démocratique, on pouvait l'oublier assez vite une fois qu'on était devenu membre du club. Il y a la carotte quand vous êtes candidat, et puis ensuite, quand vous êtes membre, voilà, vous vous asseyez. Mais justement, ça, on doit en tirer des leçons. Mais en même temps, dire qu'il faut avoir des critères pour l'admission, c'est différent de ne pas offrir de perspectives politiques. Et je trouve qu'il faut offrir des perspectives politiques concrètes à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie. Donc il faut qu'on ait un discours politique sur l'élargissement. Je crois que l'élargissement, d'ailleurs, revient un peu à
à l'ordre du jour, évidemment avec des soutiens venant des États membres différents d'un État à l'autre. Hein. Et ça, c'est lié aussi aux opinions publiques, même si il ne faut pas oublier que les opinions publiques sont capables de bouger aussi. D'ailleurs, on a vu, hein, si vous prenez le dernier Eurobaromètre, on a vu quand même les opinions publiques bouger dans les pays les plus réticents entre le mois de janvier et le mois de juin 2022. Et ça, c'était le résultat direct de l'intervention militaire russe en Ukraine au mois de février. Dans un pays comme le mien, où il n'y a pas un enthousiasme fou, mais je crois que c'est le cas en Autriche aussi, il n'y a pas un enthousiasme fou pour l'élargissement de l'Union européenne, on a gagné entre le mois de janvier... Balkans. Comment ? Il y a une petite différence avec les Balkans. Il y a une petite différence entre les Balkans et et la Turquie, ça définitivement, mais je ne parle pas de la Turquie parce que pour moi, finalement, la question de la Turquie, c'est un peu pour l'instant, c'est un peu une fausse question. Je veux dire, personne ne pense à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Enfin, je veux dire, mais personne ne veut perdre la face, et ça, c'est classique en diplomatie. Donc, on fait comme si tout allait continuer. Et on se fait une réunion une fois par an à Bruxelles, mais je crois que ni les Européens, ni M. Erdogan et l'AKP ne croient pour l'instant au fait que la Turquie va entrer dans l'Union européenne. Mais il y a des Turcs pour lesquels ça reste très, 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 très important, notamment ceux qui souhaiteraient que l'on sorte de l'autoritarisme porté par M. Erdogan pour aller davantage vers une forme de démocratie complète. Mais pour revenir à l'élargissement, je crois que c'est très très important d'offrir des perspectives politiques, d'avoir un discours politique qui soit un discours encourageant, parce que sinon rien ne changera en Europe orientale. Rien ne changera. Hein. Or, notre responsabilité d'Européens, et c'est par là que je vais terminer, ce n'est pas de valider les zones d'influence. C'est pas de valider les zones d'influence, hein, comme le pense une vieille géopolitique réaliste. J'ai beaucoup d'estime pour M. Kissinger, j'ai beaucoup d'estime pour M. Mersheimer, penseur américain du néoréalisme. Je trouve qu'ils sont très stimulants, mais je suis désolé, je ne peux pas souscrire à leur vision aujourd'hui des zones d'influence en Europe, qui consiste à dire, attendez, l'Ukraine, rien n'est possible, puisque c'est la zone d'influence des Russes. Ouais, bon, c'est un peu cette vieille géopolitique-là. Justement, c'est pas pour ça qu'on a fait l'Europe. On a fait l'Europe pour bouger les lignes. Hein, et justement, bouger les lignes, ça veut dire être un acteur aussi. Être un acteur. Hein, c'est cette notion que les étudiants connaissent bien quand ils étudient la politique extérieure de l'Union européenne, en anglais d'actorness, hein, c'est-à-dire le fait d'exister en tant qu'acteur. Et donc, c'est vers cela, je crois, qu'il faut tendre. Sinon, l'Europe ne jouera pas de rôle. Et je peux me tromper, mais le règlement de la paix sera un règlement de la paix qui se jouera essentiellement, si nous sommes totalement divisés, qui se jouera essentiellement du côté occidental avec l'intervention des États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut ? Après tout, peut-être, mais personnellement, je crois encore à l'idée que l'Europe peut jouer un rôle. Voilà. Et c'est là-dessus, Madame la Directrice, que je termine, en vous remerciant de votre attention et en me réjouissant de l'échange que nous pourrons avoir maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, pour votre conférence extrêmement intéressante. Vraiment, tous les points que vous avez mentionnés sont
d'actualité et visionnaire un peu aussi. Donc, espérons que vos suggestions tombent sur une terre fertile et voilà, qu'ils puissent être pris en considération pour un plan de paix que finalement nous voulons tous, nous espérons tous qu'une sortie de crise, au moins cette année, puisse être possible et que ce conflit ne dure pas et que ne s'éternise pas. Je crois que c'est dans l'intérêt vraiment de tous les pays européens que sur notre territoire, nous pouvons, avec les moyens de la négociation, trouver une sortie de crise. Voilà, j'aimerais maintenant inviter tous les participants et participantes à poser des questions, s'il y en a. Oui, je vois déjà ici... on prend plusieurs questions, madame. Avec plaisir, oui. Je crois plusieurs que c'est mieux. questions, oui, d'accord. Oui, s'il y a. Donc, voilà, monsieur dans la deuxième rangée, s'il y en a d'autres, faites-moi signe. Merci beaucoup, professeur, pour votre propos, extrêmement intéressant et riche. Mais n'y a-t-il pas une certaine contradiction dans votre dernier point d'argument sur la question des zones d'influence? Vous tendez à penser que les zones d'influence, c'est valable pour les autres, mais pas pour soi. En fait, l'Europe, semble-t-il, selon vous, doit dénier à la Russie une zone d'influence, mais elle-même s'autorise une zone d'influence, par la CPE notamment, et par les politiques de partenariat. Merci. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur. Deux choses. Alors, il y a toute une série de médiateurs. Le président Erdogan est un médiateur. Monsieur Macron parle de temps en temps. On peut lire avec le président Poutine. Même le chancelier autrichien a essayé à jouer le rôle de médiateur. Pas avec grand succès. Mais y a-t-il des informations sur ces médiations? Parce que, alors on lit tout simplement, M. Erdogan fait quelque chose, M. Macron fait aussi quelque chose. M. Macron, comme tout le monde sait, il y a encore 3 ans, a parlé de la mort cérébrale de l'OTAN. Alors sa capacité de prévision n'était pas extraordinaire. Donc, mais sur ces médiations, qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qu'il veut? Y a-t-il une petite information? Et la deuxième chose, c'est sur l'enlargissement. Apparemment, vous favorisez cet enlargissement d'une manière prudente, peut-être, mais quand même. Moi, je pense qu'un autre modèle, ce serait pour l'Ukraine beaucoup plus profitable et réaliste, c'est le statut neutre, comme la Suisse, comme l'Autriche, comme auparavant la Finlande. Pourquoi pas l'Ukraine pourrait jouer la Suisse orientale, donc devenir riche? Alors, ils ont déjà un bon exercice avec la corruption et tout cela, comme les Suisses, comme les banques suisses également. Donc, alors, quelqu'un de la il Suisse pourrait jouer ce rôle, mais ne parlons pas de ses côtés négatifs, bien entendu. Alors, il pourrait jouer ce rôle d'un État neutre, riche, etc. Donc, l'enlargissement, pour moi, c'est très abstrait, pas réaliste. Merci beaucoup, monsieur. On a 3 questions, là, en fait. On fait le premier tour, peut-être. Oui, donc, zone d'influence, médiateur, élargissement. Alors, zone d'influence, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ce soit exactement la même chose dans la conception qu'en ont les Russes et dans la conception qu'en a l'Union européenne. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans la conception classique de la zone d'influence 19e siècle, dans le fond, géopolitique 19e siècle, c'est une sorte de chose naturelle que les peuples ne discutent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des zones culturelles qui appartiennent à des ensembles et ce que veut la population, ce que veut l'opinion, peu importe, puisque c'est comme ça. Voilà.
Dans l'Union européenne, vous pouvez pas dire qu'on ne tienne pas compte quand même du souhait des populations. Et c'est une grande, grande différence. C'est-à-dire, en gros, c'est les Ukrainiens qui veulent aussi se rapprocher du modèle de l'Union européenne. Hein, et ils auront à le valider. Ils auront à le valider si un jour ils rentrent dans l'Union européenne par un référendum, par une ratification démocratique. Et ça, c'est quand même une très, très grande différence. Très grande différence. Hein. Et donc, la conception de la zone d'influence, c'est pas exactement la même chose pensée par M. Poutine et pensée par l'Union européenne, de ce point de vue. Deuxièmement, les médiateurs. Alors oui, il y a beaucoup de médiateurs, vous avez raison. D'abord parce que je pense que sincèrement, on a toujours l'espoir que quelque part, le dialogue, la communication va favoriser un changement. Voilà. Bah ça, dans le fond, c'est l'essence même de la diplomatie. Hein. Parler pour essayer de faire bouger les choses. Sauf que rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais pour répondre à votre question, dans la médiation, il n'y a pas que cet aspect noble-là, il y a aussi le rôle que vous voulez en tirer par rapport à votre opinion ou par rapport à l'opinion internationale. Il est clair que Erdogan, médiateur, ça veut dire aussi pouvoir utiliser cet argument ensuite par rapport à l'opinion turque pour préparer les élections qui arrivent. Hein, en sachant que dans les sondages au mois de septembre dernier, il n'était pas dans une situation très bonne. Et là, on voit les sondages qui remontent. Donc, il se saisit de tout pour essayer aussi de jouer cette carte. Je veux dire, la politique extérieure, ça joue aussi dans la politique intérieure. Hein. C'est aussi quelque chose qu'on utilise. Il n'y a pas une séparation nette entre la politique extérieure et la politique intérieure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, lorsque Kirill, le patriarche de l'Église orthodoxe russe, a annoncé la trêve unilatérale, immédiatement, Erdogan a repris la proposition en disant qu'il l'appuyait, etc. Voilà. Chez monsieur Macron, il y a de ça aussi. C'est pour un président de la République française, jouer un rôle sur la scène internationale ou donner l'impression d'être un médiateur qui compte, c'est une façon aussi de s'assurer une certaine légitimité par rapport à l'opinion publique domestique. Voilà. Alors ensuite, écoutez, la neutralité, ouais, c'est d'abord, je vous trouve très dur avec les Suisses, parce que quand même, même si les banques suisses, si les banques suisses ne sont pas toujours des parangons de vertu, je ne comparerai quand même pas le niveau de corruption en Suisse à celui qui... on n'en parle plus maintenant avec la guerre, mais qui sévissait en Ukraine, hein, qui était très, très, très élevé. Mais oui, neutralité, mais à une condition, et évidemment, c'est que d'abord les Ukrainiens eux-mêmes veuillent de cette neutralité. Et ça, j'en suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr que les Ukrainiens veuillent de la neutralité. Je pense pas que c'est à travers la neutralité qu'ils vont considérer que leur sécurité est véritablement garantie. Enfin, je pense même le contraire. Et puis, s'il y a neutralité, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, respect de la neutralité. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est vrai, mais en même temps, on était dans un contexte de guerre froide où, dans le fond, l'invasion de la Finlande, théorique, aurait impliqué la guerre entre les deux blocs. Vous voyez ce que je veux dire ? On est un peu sorti aussi de cette configuration géopolitique. Et moi, franchement, si j'étais ukrainien, je ne crois pas que je sois très favorable à la neutralité. Je préférerais... Alors,
Je sais qu'il y a en Ukraine un espoir autour de l'entrée dans l'OTAN. Ça, pour le coup, je crois qu'il faut y réfléchir, parce que là, c'est vraiment une très très grosse, comment dirais-je, décision par rapport à la Russie, hein, de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Mais au moins, j'entrerai dans l'Union européenne. Je pense que l'entrée dans l'Union européenne, c'est une façon de garantir la sécurité, au moins à court terme. Alors vous me direz, on peut entrer dans l'Union européenne en étant neutre. L'Autriche est un exemple. Il y en a d'autres, Malte, la Finlande et la Suède encore d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas formellement dans l'OTAN pour l'instant. Voilà. Donc voilà mes réponses à votre question, mais c'est une hypothèse en tout cas qui est une hypothèse qu'il faut considérer dans les scénarios futurs. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Nous restons sur ce côté-là, mais si le côté droit de la salle a aussi des questions, n'hésitez pas. Voilà, la dame dans la première rangée, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention. Je me pose une question d'âge, de limite d'âge. En réalité, tous ces sujets dont nous parlons, j'enseigne cette matière à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et donc... Très bonne université. Oh, merci. Et donc, je réfléchis comme vous. Je pense en termes d'élargissement, de neutralité. Je me pose toutes ces questions, etc. Je vous lis, enfin, donc je fais tout ce qu'il faut. Et pourtant, je me dis qu'on est peut-être en train de parler entre gens d'un certain âge et que peut-être ce dont on parle n'existera pas. Et je pensais, on parle peut-être d'un temps que les moins de 20 ans, là, derrière nous, ne connaîtront pas en réalité. Parce que ce qui s'annonce pour l'Ukraine, c'est peut-être, malheureusement, rien de tout ce que vous avez dit. Pardon. Pas de négociation de paix, pas de vraie négociation de paix. Un cessez-le-feu peut-être, avec une ligne de contact, avec des observateurs internationaux, etc. Et avec en fait un conflit qui est tellement profond, tellement complexe et tellement irrésoluble, si ça se dit, je ne sais pas si c'est un belgicisme, peut-être, que finalement on se retrouvera dans une situation qui ressemble à une Transnistrie géante, combinée à un Nagorno-Karabakh multiplié, et qui va en fait nous entraîner dans une instabilité fondamentale de l'Union, enfin des frontières de l'Union européenne, qu'on est tellement incapable d'envisager qu'on continue à réfléchir avec les outils dont nous disposons. Merci Très beaucoup. bonne question. Peut-être les étudiants, oui, ou la jeune génération. Voilà, veut rebondir. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais d'abord, avant ma question, juste vous dire c'est un plaisir de vous revoir parce que vous étiez dans mon jury de thèse de doctorat. Oui, ça fait 13 ans. À l'Institut de Florence. À Florence. Oui, je me rappelle. Oula. Ah oui, tout à fait bien. Vous avez un nom portugais, n'est-ce pas? Ou brésilien? Oui. Voilà, oui, je me rappelle très bien. Exactement, sur les accords très ressources halieutiques, tout ça. Oui. Très bien. Mais ma question n'a rien à voir avec ça. C'est une question de point de vue pratique, au-delà des discours. Dans quelle mesure, pour de vrai, entre guillemets, le conflit, l'invasion de l'Ukraine favorise effectivement la formation d'une politique commune énergétique, d'une energy union, au-delà de mots, parce que, je ne sais pas, ça passe peut-être... Maintenant, je vis entre la France et l'Autriche. En France, ça passe pour une reprise du nucléaire et des réacteurs. Mais ici, je vois moins, mon impression, moins d'efforts pour utiliser moins de gaz, moins de charbon. Voilà, c'est juste une question dans quelle mesure ça favorise de facto une politique commune au niveau de la gestion énergétique. Oui. Écoutez, je vais commencer par la deuxième question, mais je n'oublierai pas la première de ma collègue de Louvain. Politique énergétique, écoutez, c'est pas gagné. Hein. Je pense que c'est loin d'être gagné. Et effectivement, depuis que je suis arrivé en Autriche, je trouve qu'on chauffe pas mal en Autriche. Hein. Enfin, je sais pas, c'est peut-être l'ambiance des cafés autrichiens, mais
voilà, alors j'ai posé la question à un collègue économiste autrichien qui m'a dit « Mais nous avons un avantage, nous avons un formidable réservoir, une capacité de stockage, et nous avons 2 ans de stock. » Voilà. Donc, oui, c'est pas le cas de tous les pays. Alors moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir 2 ans de stock. À une condition, c'est que on joue aussi la solidarité si un jour les voisins ont un problème. Hein. Et voilà. Donc, c'est loin d'être gagné parce que voilà, les capacités de stockage sont pas les mêmes, les choix aussi énergétiques sont pas les mêmes. Regardez la France et l'Allemagne. Nous, on a encore plus de la moitié de notre énergie qui est d'origine nucléaire. C'était encore beaucoup plus il y a quelque temps, voilà. Alors que les Allemands sont sortis du nucléaire totalement. Mais en même temps, enfin, si on n'arrive pas à bouger au niveau européen sur cette question de l'énergie, je veux dire, à quoi sert la solidarité européenne à ce moment-là? Enfin, je veux dire, et donc tout ce qui a été mis en avant sur l'idée d'avoir des prix planchers pour les importations extérieures, la redistribution, etc., me semble être très, très important, mais encore une fois, je ne suis pas non plus naïf et angélique. Je pense que c'est loin d'être gagné, voilà. Et c'est là où les opinions et les sociétés ont un rôle très important à jouer, en disant, voilà, dans les politiques que nous considérons comme très importantes maintenant au niveau européen, il y a bien sûr la gestion du changement climatique, etc., mais il y a aussi la politique énergétique. Nous pensons, en tant qu'opinion publique, que c'est vraiment une direction vers laquelle on doit s'acheminer. Une grande Transnistrie. Ouais. Tout à l'heure, on avait une grande Suisse, maintenant une grande Transnistrie. Écoutez, je me suis peut-être mal exprimé. Je suis pas du tout en désaccord avec vous. Je me suis mal exprimé quand et j'aurais pas dû parler de paix. J'aurais dû parler de forme de cessation, si vous voulez, de la guerre telle qu'elle existe actuellement. Mais vous avez raison de dire que ça n'est pas forcément la paix. Ça n'est pas forcément la paix. Ça peut être le gel de la situation. Voilà. Ça peut être un conflit gelé, finalement. Et cette hypothèse, écoutez, que se passera-t-il si c'est un conflit gelé? On continue, on essaiera de faire entrer la partie de l'Ukraine qui est libre dans l'Union européenne, mais on aura un tas de soucis évidemment parce qu'il y aura toujours la revendication des territoires d'à côté, et dans le fond c'est exactement la même question qui se posera pour la Géorgie. Hein. L'OTAN, là, pour le coup, a une charte qui est très claire. On ne peut pas faire entrer un pays qui a des problèmes d'instabilité de frontières. Voilà. Ça, c'est clair dans la charte du traité de l'Atlantique Nord. C'est beaucoup moins clair dans les traités européens. Et oui, on l'a vu avec Chypre. On a fait entrer Chypre en disant nous pensons que l'entrée va régler le problème de la scission de l'île, et ça n'a absolument rien réglé. Donc oui, mais en même temps, est-ce que ça ne rendra pas justement la médiation internationale de l'Union européenne plus nécessaire que jamais d'avoir ce type de situation? Mais on avancera beaucoup moins vite parce qu'on n'aura pas des États stables. Ça, c'est évident. Hein. Et si on fait entrer la Bosnie-Herzégovine, on aura exactement le même type de problème. On n'aura pas un État stable. Donc, vous avez raison de dire qu'on doit réfléchir à ça. Je suis d'accord.
Mais est-ce que pour autant, ça nous apporte une réponse au fait qu'il ne faut pas faire entrer ces pays dans l'Union européenne? Ou est-ce que ça nous rend l'Union européenne plus importante que jamais? Voilà. Vous donnez les réponses et nous on pose des questions. Ben moi, j'ai pas de réponse. Je suis désolé, je suis pas. Voilà, ça c'est le côté académique. C'est ce côté que les journalistes n'aiment pas chez les académiques, c'est que on donne pas des réponses toujours très fermes. Il faut. Dans le journalisme, il faut toujours répondre avec une vraie réponse. Voilà. Mais tout simplement parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Oui, le futur est toujours plein de possibilités et plein d'options. Mais ce que nous avons, c'est des règles et un ordre international, et c'est à celui-là que... C'est vrai que notre ordre international, qu'on pourrait appeler l'ordre libéral international pour ce qui est de l'Occident, repose quand même sur l'idée qu'on a des États qui sont des États stables, des États consolidés. Voilà. Et peut-être qu'on aura de moins en moins d'États stables. Ouais. Alors, est-ce qu'on les laisse à l'extérieur et on continue avec ceux qui ont de la stabilité? Ou est-ce qu'on les intègre en disant, voilà, c'est la nouvelle configuration internationale, hein? Et c'est là où je n'ai pas de réponse à la question que vous posez. Je vois, il y a des mains qui se manifestent encore. D'abord ce côté-là, deux mains levées, peut-être la dame au fond, et après ici à gauche. Bonsoir. Alors, que se passera si la Russie gagne? Aura-t-il des sanctions permanentes des autres? Si la Russie gagne? Oui. La guerre? Oui. D'accord. C'est mal parti. Deuxième question. Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention, c'était vraiment très très intéressant. J'aimerais bien revenir au point que vous avez touché, c'était la communauté politique européenne. C'est un projet très nouveau. Et j'aimerais revenir à ce thème par rapport au espoir dont vous avez parlé. Si on parle avec les jeunes, spécialement dans les Balkans occidentaux, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'espoir de en fait, accéder à devenir membre de l'UE. Est-ce que vous pensez que ce projet nouveau pourrait être utile, et comment pour donner de l'espoir, spécialement aux jeunes dans les Balkans occidentaux, mais aussi aux autres pays? Merci. Il y a encore une troisième question, et après nous allons clore le débat. Je propose. Oui, monsieur. Bonsoir, professeur. Merci tout d'abord pour votre bel discours. J'ai une question concernant le sujet de médiation et d'unité européenne. N'aurait-il pas été plus favorable d'envoyer en tant que seul médiateur ou négociateur le haut représentant Joseph Borrell à la place de divers chefs d'État comme Olaf Scholz ou Emmanuel Macron pour montrer une sorte d'unité? Merci beaucoup. Voilà. C'est une question luxembourgeoise, ça. Voilà. Si la Russie gagne, la politique commune européenne et les différents médiateurs européens. Si la Russie gagne, bah écoutez, bonne chance avec les Ukrainiens, parce qu'ils n'ont pas tout à fait envie de se laisser faire. Voilà. Donc, franchement, c'est une hypothèse peu probable. Voilà, peu probable, d'autant plus que nous voyons bien que, d'un point de vue militaire, voilà, ça va pas bien pour la Russie. Hein. À tel point d'ailleurs que, comme vous le savez, il y a des anciens militaires qui ont créé leurs propres réseaux sociaux aujourd'hui et critiquent la politique du Kremlin en disant qu'il faudrait avoir beaucoup plus d'efficacité militaire, etc., etc. Du coup, ils font passer Poutine pour quelqu'un de centriste, un peu par rapport à leurs propres attentes.
mais très honnêtement, c'est peu probable. Et la grande question aussi, c'est, à laquelle nous n'avons pas de réponse, c'est qu'est-ce que la société russe pense de tout ça. Voilà. Les signaux sont totalement contradictoires, puisque d'un côté, on a le sentiment qu'il y a parfois des manifestations de nationalisme très forts soutenant la position officielle, et puis de l'autre, on voit bien qu'il y a beaucoup de critiques aussi. Mais bon, dans tout système autoritaire, c'est difficile de s'exprimer ouvertement. Hein, mais c'est quand même un grand point d'interrogation. On ne sait rien vraiment là-dessus. Rien. C'est même une différence avec l'Iran. Vous voyez, en Iran aujourd'hui, on sait qu'il y a une opposition, on peut même la marquer sociologiquement. On voit que ce sont des gens plutôt jeunes, urbains, éduqués. Vous voyez, on a une capacité un peu à tracer les contours de l'opposition iranienne. En Russie, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Voilà. Alors, les espoirs pour les Balkans et les jeunes. Alors d'abord, je ne sais pas si vous venez d'un pays des Balkans occidentaux, mais non, mais vous avez raison de dire que les Balkans occidentaux posent le problème des jeunes. Pourquoi? C'est parce que les jeunes quittent les Balkans, quittent les pays des Balkans. Évidemment, c'est un vrai problème, surtout que ceux qui quittent les pays sont aussi souvent très qualifiés. Hein. Alors on a des pays d'Europe aujourd'hui qui profitent beaucoup de cette main-d'œuvre qualifiée balkanique. L'Allemagne, clairement, hein, les médecins albanais aujourd'hui en Allemagne. Pour vous donner un chiffre, l'ambassade d'Allemagne à Tirana, plus exactement le consulat général d'Allemagne à Tirana, délivre autant de permis de travail que l'ensemble des autres consulats des pays de l'Union européenne aujourd'hui. Voilà. Le Goethe-Institut à Tirana fait des cours d'allemand accéléré, etc., etc. Donc très bien, et on ne peut pas reprocher à ces jeunes gens de vouloir aller vivre en Allemagne pour avoir des conditions de travail qui sont bonnes, des vrais salaires. Mais je trouve qu'on a quand même une responsabilité, nous, à se poser. Et d'ailleurs, en Allemagne, puisque l'Allemagne est un pays démocratique, on se pose aujourd'hui cette question, hein, d'attirer cette jeunesse qualifiée. Certes, c'est très bien pour nous, mais comment est-ce qu'on veut ensuite promouvoir une certaine stabilité des Balkans si l'ensemble des élites s'en vont? Voilà. Et on commence à avoir des pays où il y a plus de gens qui vivent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hein, Bosnie-Herzégovine, c'est assez clair. Macédoine du Nord aussi. C'est un peu différent pour la Serbie. Mais voilà, donc vous avez raison de poser cette question d'abord des jeunes et de l'espoir des jeunes dans les Balkans. Moi, j'y suis très sensible. La communauté politique européenne, oui, ça peut représenter, je pense, un espoir, mais à une condition, c'est que on n'enlève pas quand même la perspective de devenir un jour membre de l'Union européenne. Parce qu'il est clair que c'est ça quand même qui est important pour un jeune Albanais, pour un jeune Macédonien, pour un jeune Monténégrin. C'est quand même un jour de devenir un citoyen du club. Hein. Alors je sais qu'il y a des facilitations de visa, etc. maintenant, mais c'est quand même pas la même chose. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'être membre de l'Union européenne, ça crée des éléments de citoyenneté. Et comment on s'en est rendu compte? On s'en est rendu compte avec le Brexit. Pour ces 3 500 000 Européens qui travaillent au Royaume-Uni, le fait du jour au lendemain de devoir demander un permis de travail, mais ça a été... alors ils ont gagné un certain nombre de procès maintenant devant
devant le tribunal, la plus haute instance juridique de Grande-Bretagne. Mais voilà, c'est une régression démocratique en termes de citoyenneté. Donc oui, CPE, certainement, à une condition, c'est qu'on ne fasse pas perdre quand même l'espoir d'un jour, quand les critères sont remplis, etc., de devenir membre du club. Alors évidemment, ça prendra du temps, mais si les élites s'en vont, c'est pas comme ça qu'on va résoudre la corruption. Hein. C'est pas comme ça qu'on va résoudre la corruption. Si les gens éduqués, les professeurs, les médecins, etc., partent, voilà, ça laisse la porte ouverte à tout un tas de politiciens qui, eux, ne s'embarrasseront pas de la corruption, hein, ne s'embarrasseront pas plutôt des règles de l'état de droit. Alors, ben oui, vous avez raison, et d'un point de vue de cohérence, bien sûr que ça serait beaucoup plus logique que M. Borrell soit le médiateur, mais vous venez d'un pays où ça ne poserait pas de problème, mais allez dire ça aux grands États. Et c'est tous les États. Mais bien sûr, à tous les États, mais en particulier aussi aux grands. Et vous voyez, c'est tout le problème de cette position de haut représentant. C'est une position impossible, dans le fond. Alors c'est d'abord une position impossible parce que vous avez deux chefs. Vous avez le président du Conseil européen et le président de la Commission. Donc déjà, c'est pas simple. Parce que vous êtes aussi vice-président de la Commission européenne en charge des politiques extérieures. Mais ensuite, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes critiqué. Parce que si vous ne faites rien, on va dire « Oh là là, mais ça ne sert à rien, cette position de haut représentant, vraiment, c'est un poste fantoche, etc. » Si vous commencez à avoir un peu d'ambition, comme c'est le cas d'ailleurs de M. Borrell, je dois dire, là, immédiatement, vous allez avoir des États qui vont intervenir en disant « Mais pour qui se prend-il, celui-là ? Attendez, il n'est pas le ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Nous, on a des ministres des Affaires étrangères élus par des gouvernements démocratiques, responsables devant les parlements, etc. etc. Hein ? Donc, voilà. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est toute la beauté, au sens figuré du terme, de l'Union européenne, c'est qu'on crée une entité en voulant justement lui donner une capacité à agir, mais en même temps, on ne renonce pas complètement à la souveraineté des États, et on n'y renoncera pas. On a pensé peut-être dans les années 60 que le modèle serait celui d'un renoncement à la souveraineté au profit, et encore, on y a pensé dans certains pays, et pas dans tous, au profit d'un État fédéral, mais ce n'est pas ce qui va se passer. On a aujourd'hui, je pense, vraiment la preuve que c'est pas ça qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas la souveraineté sur tout un tas de politiques, communes, de politiques publiques, mais en même temps, on n'ira pas vers un gouvernement européen. Donc, tant qu'on n'ira pas vers un gouvernement européen, on sera dans ce système hybride et on devra jongler. Mais je voudrais rendre hommage à M. Borrell. Je trouve qu'il est quand même assez courageux et qu'il est, enfin, dans la limite des pouvoirs qui sont les siens, il essaie quand même de faire au mieux et d'être actif, d'être visible. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre conférence aujourd'hui. C'était vraiment un tour d'horizon extrêmement intéressant sur oui, les différents poids des États membres dans l'Union européenne aujourd'hui. Vous nous avez fait vraiment une belle explication sur le déplacement du leadership du différents poids des deux grands pays, de l'Allemagne qui était d'une naïveté stratégique, comme vous l'aviez dit, de la France qui avait une autre vue basée sur le fait qu'elle est membre du Conseil de sécurité,
Vous nous avez donné des explications historiques aussi d'où venaient ces positions, et vous avez abordé des possibles solutions qui pourraient nous amener à une sortie de cette crise profonde et de cette guerre sur notre continent, en répondant aussi à des questions très très intéressantes de tous les participants. Vraiment, merci beaucoup aussi de ma part pour la question qui revient toujours des zones d'influence, le fait qu'il y a tellement d'acteurs, de médiateurs, et qu'au fond, est-ce qu'on aura un jour des États-Unis d'Europe avec un seul ministre des Affaires étrangères européen? C'est peut-être encore une chose à longue portée, mais en tout cas, l'énergie et l'effort est là de tous les ministres des Affaires étrangères de trouver une sortie par le dialogue, si possible. Également, question sur le réalisme, comment est-ce que le conflit va évaluer vraiment, est-ce que nous pouvons voir dans le futur, et que ce conflit est vraiment très très complexe. La question énergétique a également été abordée, et si nous allons avoir une vraie union énergétique un jour, le fait que les États européens se sont si bien accordés avec les sanctions, je crois, montre quand même que nous allons dans une bonne direction et que nous avons des stocks, surtout aussi en Autriche. L'importance de l'opinion publique, aussi dans la formation de position, c'est ça qui est la base de notre démocratie. Donc nous devons aussi être fiers de ça et informer, je crois, l'opinion publique sur les thèmes qui sont importants. Et finalement, la politique commune européenne, oui, qui est une bonne initiative, mais elle ne doit pas évidemment prendre la perspective de l'adhésion à l'Union européenne, qui reste, l'espoir pour beaucoup de pays, et que l'Autriche, je dois le dire aussi, nous sommes à Vienne, est au cœur de notre engagement aussi vis-à-vis de ces pays. Merci beaucoup une fois, merci à vous. Monsieur le professeur, c'était un grand plaisir de vous accueillir, et merci à vous.